Pour ceux qui sont nostalgiques des années 90, vous n'êtes sans doute pas passé à côté de l'épisode anniversaire spécial pour les 30 ans de Power Rangers, toujours vers le futur. Et si ce titre qui ne veut rien dire ne vous a pas mis sur la voie... Ouais, c'est nul à chier. Contrairement à d'autres franchises plus mastoc comme Friends ou Harry Potter qui se contentent de rassembler les acteurs et raconter des anecdotes, et qu'on soit bien clair, je n'encense pas ces deux réunions, globalement c'est une sacrée perte de temps. Ici, Netflix propose un scénario très nostalgique, ironique pour un film qui s'appelle toujours vers le futur, mais soyons justes, cette incohérence n'existe pas en VO, avec pour mission de rassembler le casting originel et célébrer 30 ans d'héritage. Une tâche au demeurant impossible pour une litanie de raisons, les plus fatales étant que Thuy Trang, l'actrice de Ranger Jaune originale, est morte il y a plus de 10 ans, et Jason David Frank, le vert original et le Power Rangers le plus iconique de toute la franchise qui apparaît dans 7 saisons et 2 films, nous a également quittés en novembre 2022. En plus de ça, Austin St. John et Amy Jo Johnson, respectivement rouge et rose originels, ont refusé de reprendre leur rôle, ce qui nous laisse avec Walter Jones en noir originel et David Yost en bleu. Ce qui pose en plus de ça tout un tas d'immenses problèmes, de l'or d'une part, puisque jusqu'à maintenant l'héritage du Ranger Noir était laissé à Johnny Young Bosch, la deuxième incarnation du personnage, présent en soutien dans la saison 6 et l'anniversaire de la saison 15, et surtout moral, puisqu'à l'époque David Yost a dû quitter la franchise suite à un harcèlement soutenu du reste de l'équipe et du casting pour le crime d'avoir été gay. Y a pas à chercher, Power Rangers toujours vers le futur allait être un désastre complet, et ça a pas raté. Mais en plus de ça, le film a autant de budget qu'un épisode standard d'il y a 30 ans. C'est quand même dommage pour un film anniversaire de plus de 50 minutes. Et le jeu d'acteur, déjà à l'époque, les comédiens, ils avaient la réputation de pas être très bons. Alors maintenant qu'ils sont cinquantenaires et qu'en plus ils peuvent pas se battre, ça va pas le faire. Oui, je sais qu'à l'époque, c'était les acteurs japonais du Sentai qui faisaient 95% des scènes d'action. Mais restait quand même ces 5 petits derniers pourcents où on avait besoin de jeunes adultes forts et souples. Mais l'apothéose, c'est que la nouvelle tête est encore pire, et ça c'est très fort parce que ça veut sans doute dire qu'il y avait tellement pas de budget qu'ils ont pris la première fit girl asiatique qui passait par là. Du coup, oui c'est nul, mais il y a le nul chiant, il y a le tellement nul que c'est drôle, et il y a le tellement nul que c'est triste. Et la tragédie de cet épisode anniversaire, c'est que la frontière entre drôle et triste est franchie à plusieurs reprises. Mais avant de rentrer un petit peu dans les détails, intéressons-nous à un film hommage qui fait les choses correctement, que beaucoup de monde a vu, puisque à l'heure où j'enregistre, c'est le deuxième film le plus rentable de l'histoire du cinéma, c'est Avengers Endgame. Le dernier Avengers, c'est la culmination de 11 ans de blockbusters planifiés avec plus ou moins de brio, mais globalement cohérent pour une tâche aussi immense, et cette apothéose de 21 films et une série de plusieurs saisons, contenant des personnages éparpillés dans tout l'univers et toutes les époques, s'écroule d'un point de vue logique en un seul coup. Les gars, si vous choisissez la bonne année, il y aura 3 pierres à New York. J'arrive pas à le croire. Ils essaient de trouver la façon la plus efficace de récupérer les pierres d'infinité, alors qu'ils connaissent un point dans l'espace-temps avec 5 pierres au même endroit et un Thanos presque vaincu. Et ils connaissent aussi 2 points avec 6 pierres au même endroit et un Thanos presque vaincu ou désillusionné. Le tout avec Captain Marvel à portée de main, donc aucun risque de paradoxe temporel, ce qui d'ailleurs n'est même pas leur préoccupation. Et à la place, tout le monde se sépare et le résultat, c'est la mort de Black Widow, ce qu'ils savaient que ça allait se produire, à moins que Nebula l'aurait caché. Bon, elle était là, elle a rien dit, étrange. C'est là que Thanos a tué ma sœur. Un festival de pets cerveau d'autant plus grave quand on sait que dans le groupe, il y a 2 des personnes les plus intelligentes de l'univers. Bref, peu importe comment on déplie le prémisse, c'est complètement con. Mais c'est surtout pas le propos, parce que le sous-texte d'Avengers Endgame, c'est de dire merci à Robert Downey Jr. et Chris Evans, dont on savait que ce serait le dernier film. ScarJo aussi, mais elle est revenue dans le film qui venait juste après, donc chut. Et c'est pour ça que les 2 personnages se retrouvent dans des situations qui leur permettent à eux et aux spectateurs de se souvenir avec un joli coup de peinture des moments les plus sombres du MCU. Parce que le premier Avengers n'est bon que grâce au nerdgasme qu'il a engendré. Dans tous les autres aspects, il est soit très médiocre, soit très mauvais. Une opinion impopulaire que je balance et que j'assume. Et cet autre film bien aimé est de la même trempe, mais c'est un autre sujet pour un autre jour. Et ça les met également dans des situations qui referment des ouvertures scénaristiques introduites de ci, de là en 10 ans de film. Voire Tony et son père.
Et c'est ce qui fait la force d'Endgame, qui de toute façon n'aurait jamais pu rivaliser avec l'extravagance d'Infinity War qui l'a précédé. C'est pas le film de la logique, c'est pas le film de l'action, même s'il y en a beaucoup, c'est le film du respect. C'est ce qu'il faut à n'importe quelle franchise souhaitant faire ce type d'hommage, en particulier Power Rangers qui a un lore de plus de 30 ans avec des univers parallèles qui s'entrecroisent. Et étant moi-même très familier de ce lore, moi dont la loyauté oscille entre aimer ironiquement certaines saisons et passionnément d'autres, oui, Power Rangers c'est mon plaisir coupable et je peux garantir qu'il y a des gens qui prennent tout ça au sérieux. Le film commence avec le groupe de 6 originels, dont tous sauf Billy sont déjà transmutés, qui se bat contre la méchante originelle Rita Repulsa. Donc, le prémisse de ce film, c'est qu'une bande de cinquantenaires, parmi lesquels 2 acteurs sont absents, 2 sont morts et les 2 qui restent sont montrés comme vraiment pas très flexibles, sont restés pendant à peu près 30 ans en service actif, pratiquement seuls malgré le fait que dans cet univers il y a une grosse vingtaine d'équipes prêtes à intervenir, et d'ailleurs certains dans ces équipes se font capturer hors champ, et parmi ceux-là une bonne moitié a un périmètre d'action ou des pouvoirs qui viennent d'autres galaxies, donc ils n'ont rien à faire sur Terre. Et ils se battent contre la seule méchante qui canoniquement a pas lieu d'être là, puisqu'elle devient gentille à la fin de la saison 6 et meurt dans la saison 14, son personnage complètement réhabilité au moment de son enterrement. Du coup, il fallait une sacrée justification pour ramener ce personnage en particulier, et c'est une composante du problème. En vrai, la justification est bonne. Sans spoiler, le média est encore récent, la justification scénaristique est courte, stupide, mais pas en porte-à-faux du lore, et du coup c'est parfait pour une série comme Power Rangers. Sauf que son plan a aussi une dominante temporelle, et ça c'est un gros échec quand on sait que cet univers comporte une brigade temporelle. Plus explicitement la saison 9. Et ça donne le ton. Le film est une succession de petits choix qui semblent parfaits pour la franchise, mais dont le résultat rend vraiment pas hommage au matériel source. Pour pallier aux acteurs manquants, le scénario les fait capturer par Rita. Sauf pour le Ranger jaune qui se fait juste désintégrer gratos. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi ça arrive à Ranger jaune et pas Ranger vert, au moment de la production, Jason David Frank ne nous avait pas encore quittés, mais il avait déjà annoncé qu'il ne participerait pas au film. Et même s'il était déjà mort, l'ADN de la franchise de dézinguer le personnage asiatique et pas le blanc, vu les accusations de racisme accidentel il y a une dizaine d'années, en fait ça passait crème. Mais une fois de plus, les remplaçants ont de quoi décevoir. Que Catherine Sunderland reprenne son rôle, d'accord. Steve Cardenas pour le Ranger rouge, passe encore, même s'il est le seul couillon à avoir été mis de côté pour le crime d'avoir voulu une augmentation une fois en 1995. Son personnage est théoriquement blessé sur le banc depuis le 2e film et il est le seul Ranger rouge absent de l'épisode spécial 10 ans. Mais il est implicitement présent et sur pied dans celui des 20 ans, donc allez. Mais pour Ranger jaune, ils ont la même option avec Karen Ashley qui jouait Aisha, la 2e incarnation du Ranger jaune. Mais elle voulait pas, mais en plus la fin de la saison 3 joue contre elle. Et en prime, elle est présente dans le film, dans un caméo. Et donc à la place, ils ont décidé de caster Charlize Kirsch dans le rôle de la fille de Trini, mais... Oh putain, déjà le groupe de base, c'était pas des acteurs à Oscar, mais elle... Ouah. Et son inclusion, toujours douloureuse, est le vrai cœur du problème. Le film n'arrive pas à choisir entre refaire un épisode avec les acteurs originels, pas viable par manque d'acteurs et ceux qui sont là sont quasi grabataires, ou faire un film hommage où les ancêtres passent le flambeau à une nouvelle génération. Pas viable non plus parce qu'il n'y a pas assez de budget pour se payer plus que 0 vrai acteur, et aussi parce que passer le flambeau l'ont déjà tous fait graduellement entre les saisons 2 et 5, donc peu importe le choix, on est sur du réchauffé à la structure brinque-ballante. Et le résultat, il est plutôt triste. Et l'ironie dans tout ça, c'est que écrire cet hommage était incroyablement facile. Au lieu d'avoir le groupe établi comme continuant à se battre pendant 30 ans, prenez le contre-pied et faites-les revenir au combat une dernière fois, où c'est leur sagesse et leur expérience capitalisée par les souvenirs qui les ferait gagner par rapport à l'impulsivité des nouvelles générations fougueuses dont ils ont un jour été l'incarnation, le tout sachant que les actuels jeunes et fougueux ont des aventures actuellement diffusées sur Netflix, ce qui aurait permis un bon tremplin.
Le pire, c'est que le film nous emmène un petit peu sur cette voie lui-même, avec des éléments du temps passé pour Billy et Zach, à savoir les deux survivants, et ça mène quand même à rien. Billy est un inventeur. Ouais, c'est cool, mais pour vaincre Rita, il utilise quand même sa bonne vieille lance à la force de ses 2 bras de vieux croulants. Et apparemment, Zach a été un politicien entre 93 et 2023. Mais ça n'a aucun impact sur le scénario, donc c'est à se demander pourquoi on le dit, quoi. La vraie tragédie de Power Rangers, c'est que le lore est très riche et la série est tellement simpliste qu'elle en est très malléable. Et ça fait que c'est incroyablement facile d'écrire un scénario avec beaucoup de cœur. Et pourtant, pratiquement personne n'a réussi à le faire en 20 ans, se laissant plonger dans le marasme d'une formule qui ne fait plus recette et dont ce film anniversaire n'est que le triste produit. Tel que présenté, il y a des choses à apprécier dans le produit fini, mais il n'y a pas une once de réflexion, et c'est ce qui va plonger une fois de plus la franchise dans le néant, toujours vers le futur, et sans espoir. Et j'avoue, ça me fait chier.